passer sur mon fil Facebook. Avec Alexis Ouawan-Alouat et Robert Blondin. Et pour la deuxième partie de notre émission, notre chroniqueur Éric Pouliot-Tisdale est avec nous et qui va nous parler un peu, c'est le temps ou jamais d'en parler, des difficultés qu'il y a eu au moment de la création des écoles. On dit les écoles résidentielles, on ne va pas dire des pensionnats, mais c'est la même chose. Éric, raconte-nous ça un peu. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma dernière chronique pour cette saison. Donc, ça m'a fait plaisir vraiment de vous présenter toutes sortes de thématiques sur la situation sociologique des Autochtones et la situation présente. Puis aujourd'hui, je vais toucher un point que les médias viennent d'aborder beaucoup, c'est-à-dire les écoles résidentielles et les enfants qui ont littéralement été enlevés de leur communauté pour être amenés à l'école résidentielle sans le gré des parents. C'est-à-dire que l'État a décidé qu'il éduquait les enfants maintenant avec les normes occidentales. C'est monsieur le premier ministre McDonald alors qui avait décrété ça. Mais on voit que ça a été décrété vers 1890 environ. Et puis, récemment, justement, je travaille pour l'Université de Montréal au département démographique. Et puis, en faisant un petit survol, il y a des écoles résidentielles qui ont commencé avant McDonald's même. Ils appelaient ça des écoles industrielles. Donc, c'était pour démontrer, c'est-à-dire faire une formation aux jeunes étudiants autochtones sur comment devenir autonomes à travers l'agriculture et tout ça, mais ils étaient aussi enlevés de leurs parents de la même façon que les écoles résidentielles plus connues là, qui ont débuté vers 1890. Au Québec, on n'en entend pas beaucoup parler de cette époque-là parce que les écoles ici au Québec ont vraiment commencé vers 1944-46. Sous l'administration des pères Oblat. Et puis voilà. Donc les gens d'ici, souvent, comme les Montagnais, les Algonquiens, les Cris, souvent ils pouvaient revenir chez leur famille la fin de semaine, mais c'était pas plus ou moins c'était pas moins pire comme traitement. Hein, c'était c'est pas parce qu'ils revenaient la fin de semaine que c'était plus jovial, disons. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est produit? Le recensement que j'ai observé, c'était vers 1850, une école méthodiste où les enfants, finalement, étaient amenés de force, encore une fois, par le gouvernement. Et puis, c'était un ordre méthodiste, et puis c'était pour apprendre l'agriculture. Et puis, étant donné que le gouvernement émettait pas vraiment de fonds, les ordres religieux s'autosuffisaient à entre 60 et 70 % des budgets. Puis le gouvernement allouait même pas la moitié, alors donc de 30 à 40 %. Donc, il fallait que les enfants soient autosuffisants en développant l'agriculture. Fait qu'ils souvent, ils allaient à l'école juste le matin ou juste l'après-midi. Puis l'autre partie de la journée, ils faisaient l'agriculture puis s'occupaient des animaux dans une ferme. On voit beaucoup dans les microfilms de Archives Canada qui sont disponibles en ligne sur les écoles résidentielles que constamment les frères et les ordres religieux ne cessent jamais de faire des requêtes au gouvernement pour avoir des fonds, plus de fonds pour un système de chauffage, pour des nouveaux lits. Fait que ça peut donner vraiment un portrait pas très, très chaleureux de comment c'était. Donc, c'était littéralement comme une vie de grange qui était offerte, disons. Ils les appelaient les pupilles, les enfants, les pupilles de l'État, les pupilles de l'école résidentielle. Et puis, on peut voir que, par exemple, à un moment donné, j'ai fait une analyse d'un recensement. Je vois des noms dans le recensement des enfants de Kanawake qui sont à l'école en Ontario. Et puis, éventuellement, je suis allé un petit peu plus loin. Ils sont dans une famille, disons, en 1900 à Kanawake. Dans le recensement de 1911, ils sont plus là.
Et dans le recensement de 1921, ils sont à l'école résidentielle de Wikwemikong, qui est devenue Shingwack en Ontario. Spanish, en Ontario, c'est dans le bout de Sault-Sainte-Marie. Alors donc, il y a un nom d'une enfant de Kanawake qui se retrouve finalement au recensement de Shingwack. Et puis, je suis allé un petit peu plus loin. Je vais sur Ancestry, finalement, pour vérifier dans les registres paroissiaux qu'est-ce qu'on dit de cette personne-là. Parce que c'est un nom de famille qu'on voit uniquement à Kanawake. Donc, j'ai vu ce nom-là à l'école résidentielle de Sault-Sainte-Marie. En allant sur Ancestry, je réalise que pourquoi qu'elle n'était pas sur le recensement de l'école résidentielle de 1910, entre 1901 et 1921, parce que en allant à l'école résidentielle, c'est la GRC qui les amenait de force à cheval, qui les retirait des parents. Il les amenait parfois à Ottawa, dans une église où il les faisait adopter. Il disait aux parents que l'enfant était décédé, puis il disait aux enfants que leurs parents étaient décédés. J'ai retrouvé ça dans le recensement de Carleton en Ontario. Plusieurs enfants, tout d'un coup, je vois une liste d'orphelins écossais, une liste d'orphelins anglais puis irlandais. Puis en bas, je vois toutes sortes de noms qu'on voit uniquement à Kanawake, à Kwasasni et Kanesatake. Et puis, il est écrit « pupille, orphelin ». Donc, c'est ça. Ils ont commencé en 44-46 les écoles résidentielles au Québec en français. Mais étant donné que les premières avaient été développées en Ontario, aux alentours du Sault-Sainte-Marie, au début des Grands Lacs, ils envoyaient donc ceux qui étaient des missions dites anglophones, c'est-à-dire les Mohawks, et puis des Abénaquis, parce qu'il y avait beaucoup d'Abénaquis. Originalement, ils viennent de la Nouvelle-Angleterre et du Maine. Donc, ils ont été accueillis par les religieux du Québec parce que, finalement, ils s'étaient fait promettre des terres aux États-Unis autrefois sur leur terre traditionnelle, mais ça ne s'est pas passé. Ainsi, le gouvernement américain a finalement vendu les terres à des colons. S'étant sentis manipulés, ils sont venus au Canada, ils ont été invités par les missionnaires, puis ils se sont installés au Canada. Mais leur langue, disons, de colonie, c'était la langue anglaise. Donc, les enfants, comme les Iroquois Mohawks, étaient envoyés en Ontario, parfois 4 ans, parfois 6 ans, parfois 8 ans. Ils ne revenaient qu'après la formation. Donc, lorsqu'ils revenaient chez eux, après les 4 à 8 ans, ils ne comprenaient pas leurs parents parce que ils avaient complètement perdu la langue traditionnelle, ce qui était le but de l'école résidentielle. Une des choses que, on ne nous explique pas vraiment dans les écoles, et puis malgré tous les mouvements qu'il y a eu récemment, on parle de la commission de vérité et de réconciliation qui avait débuté à l'époque d'Harper. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas encore vraiment présentées au public et tout ça. Et puis là, à la lumière de tout ce qu'on a vu avec les 215 enfants qui ont été retrouvés, qui ont été enterrés sans avoir publié les sépultures et leurs décès, c'est un scandale qu'on va voir apparaître de plus en plus, malheureusement. C'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Donc, voilà. Le Canada, finalement, en matière de droits de l'homme, a finalement tout un historique inconnu encore, qui commence à se mettre à la lumière de tout le monde, là, puis internationalement et tout ça. Donc, il va y avoir une relation de nation à nation qu'il va falloir réévaluer complètement. On est vraiment loin de la commission de vérité et de réconciliation parce qu'on a même des gens dans les écoles résidentielles. La plupart ont reçu des compensations du gouvernement. Mais présentement, Ottawa refuse de compenser certains groupes. Donc, à la lumière du regard international, malgré tout, tant le Parti conservateur que libéral, ils ont refusé de compenser différentes personnes, différents groupuscules. Et malgré la commission de vérité et de réconciliation, ça se poursuit. Donc, on peut dire que c'est pas une vraie période de réconciliation.
Là, il va falloir vraiment que les gens se mettent ensemble, là, puis se parler, échanger, puis vraiment procéder de nation en nation, faire un vrai dialogue. Donc voilà, ben, portez-vous très bien, puis passez un très bon été, soyez prudents. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine.